Bonjour, nous allons voyager au pays de la minceur, du surpoids et de l'obésité. Nous allons emprunter un chemin qui mène de la santé à la maladie ou, espérons-le, de la maladie à la santé. Comment perdre du poids? C'est un long combat qui est fait de victoires et de défaites, mais la victoire finale, elle dépend de vous. Nous parlerons un peu de physiologie, un peu d'environnement et surtout un peu d'espoir. Ai-je un poids normal? La réponse est extrêmement simple. Elle se trouve dans les tables des données des épidémiologistes et des assureurs. On va déterminer votre poids idéal et on sait maintenant exactement à partir de quel moment notre organisme souffre. Regardons ce graphique qui semble complexe, mais qui est en fait extrêmement facile à interpréter. Il vous permet de calculer votre IMC, indice de masse corporelle, ou de manière plus internationale, le BMI pour Body Mass Index. Comment le calcule-t-on? C'est le poids exprimé en kilos qui est divisé par la taille au carré qui est évidemment exprimé en mètres. La résultante vous donne une valeur, en général comprise entre 20 et 50. Sachons que de 21 à 26, le BMI, l'IMC est considéré comme normal. À partir de 30, on parle de surpoids. À partir de 35, voire 40, on parle d'obésité morbide. Morbide, cela veut dire que les pathologies vont survenir et surtout que le décès peut être anticipé. Prenons un exemple. Une dame de 1,60 m peut peser jusqu'à 66 kg. À partir de 66 kg, elle est en surpoids. Et à partir de 75, elle est obèse. Pour un homme, prenons un homme d'1,80 m, jusqu'à 85-86 kg, son poids est correct et son environnement de santé est optimal. À partir de 100 kg, cet homme est considéré comme obèse. Le surpoids est généralement dû à une accumulation de masse graisseuse. Mais attention, une masse musculo-squelettique importante, comme chez les bodybuilders, ou une rétention d'eau par exemple, influence la pesée. C'est la raison pour laquelle les nutritionnistes et les médecins mesurent les différentes composantes du corps par impédance-métrie. On utilise une machine comme celle-ci ou une balance qui permet de mesurer les différentes composantes du corps humain. Par ailleurs, on sait que l'obésité abdominale dite gynécoïde est la plus dangereuse, la plus létale. Comment savoir si vous êtes atteint d'obésité abdominale de type gynécoïde ou d'obésité androïde? On mesure le périmètre abdominal à l'ombilic. Il ne peut excéder 85 cm chez la femme et 100 cm chez l'homme. Au-delà de ces valeurs, vous risquez de voir cette obésité impacter votre santé. Tous les êtres vivants stockent des réserves pour faire face aux migrations, au froid, à la disette. Ce processus biologique, qui est très bien connu chez les oiseaux migrateurs, concerne l'ensemble des oiseaux, des mammifères, et nous concerne bien entendu. La question qui en résulte est donc: pourquoi devenons-nous, nous et restons-nous en surpoids? Pourquoi nous? Pourquoi maintenant? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Si vous êtes en surpoids ou obèse, vous n'êtes pas coupable. Alors, les railleries sur le lieu professionnel, les moqueries à l'école, à la plage, les remarques plus ou moins désobligeantes de votre entourage n'ont plus leur place. L'obésité,
c'est une pandémie mondiale qui touche les 5 continents. Et d'ailleurs, les cartes de l'obésité, des pathologies, de la mortalité par obésité, ont progressivement remplacé les cartes que nous connaissions jusqu'il y a une dizaine d'années de la famine dans le monde. Les conséquences de l'obésité en termes de survie sont actuellement plus importantes que les conséquences de la famine. Les courbes se sont croisées depuis une dizaine d'années. Alors posons-nous la question fondamentale. Comment sommes-nous passés en quelques décennies de la famine à la malbouffe? Plusieurs causes s'entrechoquent. La première cause essentielle, c'est certainement le développement de l'industrie agroalimentaire. L'élevage intensif, la génétique, l'utilisation de produits qui favorisent la croissance, aussi bien des plantes que des animaux, la présentation par la distribution de quantités très importantes qui dépassent en réalité les besoins familiaux ou les besoins individuels, tous ces éléments concourent à aggraver la prise d'excès alimentaires quotidiens. Un deuxième élément, c'est la sédentarité. Mais vous savez très bien que nous sommes invités à prendre les transports en commun, nous prenons notre voiture pour des trajets courts, et puis il y a les écrans, la télévision, et tout cela conduit à un manque d'exercice physique. Enfin, ne négligeons pas une chose, c'est l'information. Mieux nous sommes informés, mieux nous consommons. Et si l'information est nécessaire, c'est bien une des bonnes raisons pour vous livrer ces vidéos qui permettent de vous apporter de l'information la plus objective et la plus scientifique possible. Alors, nous avons parlé des éléments d'environnement. Nous ne sommes pas responsables de l'environnement. Mais l'environnement n'aura un effet que si nous mettons en application une série de règles. Donc, on dit toujours, vous n'êtes pas coupable, mais vous êtes responsable. Et vous êtes notamment responsable de gérer ce qui ne vous est pas dû forcément. C'est un patrimoine génétique qui peut transporter une information qui concerne l'obésité. Qu'en est-il? Eh bien, plusieurs gènes de l'obésité ont été identifiés au laboratoire d'abord, puis en clinique humaine, et ces gènes donnent une invitation métabolique à être obèse. Par quel facteur? La résistance des tissus à l'insuline, éventuellement la production de gréline, qui est l'hormone de la faim produite par l'estomac. Et donc, le patrimoine génétique peut être en partie un facteur extrêmement favorisant pour l'obésité. Donc, à l'environnement se rajoute ce facteur génétique qui est dans notre patrimoine, c'est-à-dire dans notre ADN. Certes, on ne naît pas obèse. Comme je vous l'ai dit, les facteurs se conjuguent et vont perturber les voies métaboliques. Ces voies métaboliques sont complexes. Elles relient des organes aussi différents que l'estomac, le pancréas, l'hypothalamus et même notre tissu adipeux. Et toutes ces interactions conduisent à des courts-circuits qui peuvent entraîner des dérapages. Et l'information transmise par ces organes se fait sur un support hormonal. On parle des leptines, on parle de la gréline, on parle de l'insuline et encore bien d'autres facteurs qui, lorsqu'ils sont perturbés, vont dérégler complètement la sensation de faim et surtout la satiété. Alors vous me direz, mais je ne peux pas moduler mon taux de gréline ou décider que mon pancréas va sécréter plus ou moins d'insuline. Bien évidemment. Mais vous êtes responsable de votre alimentation. Et la conduite de votre programme alimentaire, de votre manière de vous nourrir et de collecter les aliments peuvent justement reconditionner les voies métaboliques
qui sont nécessaires à un équilibre. Donc, le poids, votre surpoids ou pas, c'est comme un compte en banque. L'argent ne se crée pas et ne disparaît pas. Quand vous avez un compte en banque en équilibre, c'est que recettes et dépenses sont équilibrées. Et le poids, c'est la même chose. Si vous voulez un poids stable, il faut que dépenses et recettes soient strictement égales chaque jour. C'est la balance entre les recettes et les dépenses énergétiques qui vont déterminer votre poids. Les dépenses, ce n'est pas que le métabolisme de base, c'est aussi l'exercice physique. Mais c'est aussi autre chose. C'est le maintien de l'homéostasie. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais pour garder sa température corporelle, on dépense de l'énergie. Si votre logement est en permanence surchauffé, que vous mettez des sous-vêtements, des survêtements, vous perdez le bénéfice de la perte calorique, de la perte énergétique nécessaire au maintien de cette température. Les bûcherons canadiens, les plongeurs professionnels savent très bien que lorsqu'on travaille dans des conditions extrêmement difficiles, froides, on doit prendre des quantités importantes de calories quotidiennement pour compenser les pertes et donc maintenir un poids et pouvoir continuer à travailler. Maintenant, les mythes et les adages. Lorsque j'étais enfant, ma grand-mère me disait souvent « il est temps d'aller se coucher ». Je demandais un gâteau avant le sommeil et elle me répondait assez péremptoirement « qui dort dîne ». C'est un vieil adage un peu simpliste, mais il est plein de vérité. D'abord, il discrimine la journée de la nuit. On ne mange pas la nuit. Pourquoi? Parce que la chronobiologie nous apprend que la nuit, les fonctions physiologiques de la digestion sont ralenties. Les mouvements intestinaux, le péristaltisme, les sécrétions digestives sont extrêmement ralentis et donc il est tout à fait inapproprié de s'alimenter juste avant ou pendant la nuit. D'ailleurs, les derniers travaux sur le sommeil ont l'air de démontrer que les troubles du sommeil pourraient être le vecteur de la transmission des problèmes nutritionnels et non l'inverse. D'ailleurs, lorsque mes patients sont confrontés à un changement horaire, un travail de nuit, un travail à pause, bien souvent, les troubles nutritionnels suivent les troubles du sommeil. Donc, c'est important de savoir qu'il faut gérer autant son sommeil que sa nutrition. Alors, ce n'est pas en regardant une crêpe Suzette ou des profiteroles au chocolat qu'on prend du poids. C'est bien en les mangeant. Bien souvent, en consultation, les conjoints qui accompagnent les patients, les patientes, m'interrogent. Mais, docteur, je ne comprends pas. Depuis 2 ans, mon épouse est obèse et commence une hypertension et un diabète. Nous partageons depuis 25 ans la même table, les mêmes repas. Moi, je suis resté mince et mon épouse est devenue obèse. Est-ce possible au sein d'un même couple? Eh bien, la réponse est oui. Et nous allons vous expliquer pourquoi. Je prends l'exemple de Sarah. Sarah a 45 ans, elle a eu 2 enfants il y a 12-13 ans et elle a pris 25 kilos. Son mari est resté mince, il en pèse 70. Que s'est-il passé? Le tissu adipeux est constitué d'adipocytes qui contiennent 90% de lipides. Les adipocytes sont entourés d'une trame conjonctive qui, elle, contient de l'eau, à peu près 50% d'eau dans les espaces extracellulaires. De plus, l'obésité modifie le profil hormonal qui va modifier également la rétention hydrique pour favoriser un peu l'accumulation d'eau dans les tissus. Et la masse sanguine est augmentée chez l'obèse et donc la masse sanguine, bien entendu, c'est également de l'eau. On a parlé d'eau, c'est-à-dire que notre Sarah n'a pas pris 25 kg de graisse. Sur les 25 kg de prise de poids, elle a à peu près pris 15 kg de masse lipidique. Alors la deuxième notion à connaître, c'est que 1 g de graisse vaut 9 kcal.
comme 1 g de sucre en vaut 4. Nous allons donc diviser les 15 mg de graisse accumulée par Sarah. Nous allons les multiplier d'abord par 9, ce qui nous fait à peu près 135 000 kcal, c'est énorme. Mais nous allons devoir évidemment diviser ça par 12 ans, ce qui va nous ramener à peu près à 11 000, 11 500, et puis par 365 jours. Donc en réalité, Sarah a accumulé chaque jour en moyenne un excès dans sa balance alimentaire de 30 calories, et donc par repas de 10. Alors croyez-vous qu'en partageant un repas avec votre conjoint ou avec un ami, vous allez réaliser qu'il a pris 10 kilocalories de plus que vous, c'est-à-dire une cuillère de pâte, voire une cacahuète ou une amande. C'est évidemment totalement impossible. Pire que cela, si Sarah avait 3 fois par semaine été jouer au ballon avec ses enfants au parc, ou aurait gravi chaque jour 4-5 volets d'escalier 4 à 4, elle aurait consommé une trentaine de calories. Elle n'aurait donc pas accumulé les 15 000 grammes qu'elle a accumulés, et donc Sarah ne serait pas obèse. La question n'est donc pas uniquement ce que l'on consomme, mais vous l'avez compris, ce que l'on dépense. Je prends du poids, que se passe-t-il? J'ai mal au dos, je constate que mes vêtements sont trop étroits, je suis essoufflé, mais ces conséquences fonctionnelles, cosmétiques, ne sont finalement qu'une toute petite partie de la face cachée du problème. Pour comprendre, il faut rentrer dans la compréhension des modifications métaboliques. La prise de poids est consécutive à une consommation excessive de sucre et de graisse. Le sucre peut être converti par le foie en glycogène, qui est une réserve, et les sucres peuvent également être reconduits et stockés par le foie vers le tissu adipeux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le foie lui-même est la première cible et donc la première victime d'une accumulation de tissu graisseux dans son parenchyme. Le foie devient alors ce qu'on appelle un foie gras, ce qui est bien connu notamment des éleveurs de canards ou d'oies. On appelle ça un foie stéatosique. Dans le langage médical, on parle de NASH, N-A-S-H, pour Non-Alcoholic Steatohepatitis. Tout le monde connaît la cirrhose éthylique. Là, on parle de cirrhose sur obésité. Alors le problème, c'est que cette cirrhose, bien entendu, va conduire à une insuffisance du foie qui est grave, mais 20 ans plus tard, la cirrhose peut conduire au cancer du foie. Et là, c'est une toute autre histoire. Alors, quelles sont les catastrophes qui se profilent? Sur le plan du tissu adipeux, les cellules, les adipocytes vont gonfler et leur membrane, qui contient les récepteurs à l'insuline, vont évidemment proliférer. Pour faire rentrer le sucre dans les cellules, le pancréas va être stimulé et il va produire de l'insuline en excès. On parle d'hyperinsulinisme. Le taux d'insuline donc augmente pour que le taux de sucre diminue. Et le pancréas court derrière. Jusqu'au moment où la situation décompense. Le pancréas ne suit plus, le taux d'insuline sera insuffisant et le taux de sucre va augmenter. Vous êtes diabétique. Contrairement au diabète de type 1 où on manque d'insuline, dans le diabète de type 2, vous avez en fait eu un excès d'insuline qui finalement devient lui-même insuffisant. Il y a une deuxième catastrophe, c'est la circulation des lipides dans le sang. Ces lipides vont circuler, ils vont s'agglomérer tout doucement à la paroi des vaisseaux, ils peuvent même pénétrer dans la superficie de ces vaisseaux
et il va faire perdre aux vaisseaux leur élasticité. On parle de compliance. Et vous savez que quand vous injectez un liquide dans un tube qui se rigidifie, la pression monte. Vous devenez hypertendu. Hypertension artérielle avec toutes les conséquences que la plupart d'entre vous connaissent. Conséquences, bien entendu, cardio-pulmonaires, conséquences rénales et possibilité d'accidents vasculaires, notamment d'accidents vasculaires cérébraux. Et puis, ce n'est pas tout. Lorsque le BMI, le Body Mass Index, va dépasser 35, d'autres problèmes surviennent. Il y a une chute de l'immunité. On a d'ailleurs parlé lors de la dernière pandémie du Covid-19 que le virus touchait surtout les obèses et que les obèses n'avaient pas le pouvoir immunitaire compétent pour lutter contre ce virus. C'est valable pour toute une série d'infections. Ce n'est pas tout. L'obèse va pouvoir développer des apnées du sommeil avec des arrêts respiratoires. Il va développer des pathologies gastro-intestinales. Il peut développer du reflux, des ulcères gastriques. Et lentement, le risque de cancer va augmenter, notamment le cancer du sein et le cancer du côlon. Vous voyez donc que tout votre état de santé est en train de rentrer en collapsus et c'est bien entendu toutes ces maladies qui vont diminuer votre espérance de vie. Tout d'abord, les fausses pistes. Il faut bien comprendre que les facteurs génétiques, environnementaux, sociétaux qui ont présidé à la survenue de votre surpoids ou de l'obésité, ces facteurs sont présents toute votre vie. Donc vous n'allez pas résoudre un problème structurel de long terme par une action ponctuelle. Passons maintenant aux choses sérieuses. Ce n'est pas en apportant une bouteille de champagne lors d'un dernier entretien avec votre employeur que vous sauverez votre emploi si on a décidé de vous licencier. Non. Si vous voulez gagner ce combat, il faudra définitivement changer ce que vous pouvez. Par exemple, votre addiction au sucre. Et cela, définitivement, bien sûr. Et vous devrez surtout accepter l'inéluctable. Vous avez hérité de la culotte de cheval de votre grand-mère. Cela dit, cela ne veut pas dire qu'un coup de pouce n'est pas nécessaire. Mais à terme, le traitement doit déboucher sur un long processus consolidé. Raison pour laquelle les régimes conventionnels privatifs ont fait long feu. Combien de mes patients n'ont pas dépensé des fortunes en régime hyperprotéiné, en faux anorexigènes? Ne parlons pas des hormones thyroïdiennes, par ailleurs interdites. Souvenez-vous du scandale des plantes chinoises qui a tué des milliers de femmes. Et ne parlons même pas des ballons intragastriques. Quatre axes méritent notre attention. Tout d'abord, un coaching personnalisé, incluant une prise en charge multidisciplinaire, dans laquelle bien entendu il y a une rééducation diététique, un support psychologique et une prise en charge physique, donc de l'exercice physique, une activité sportive continue, bien entendu, sur le long terme. 2. Il faut une éducation culinaire, c'est-à-dire un recadrage en termes de collecte des aliments de bonne qualité, de leur préparation, de leur présentation. C'est fondamental, il faut éviter les habitudes désuètes qui souvent déséquilibrent notre assiette. 3. Lorsque l'obésité est morbide, donc grave, une chirurgie élective permettant de réduire la production de ghrelin par l'estomac a toute sa place, mais, je le répète, dans un environnement de prise en charge multidisciplinaire. Et enfin, à moyen terme, les chercheurs espèrent déterminer, identifier une molécule ou peut-être un complément alimentaire qui peut agir sur la physiologie de la faim, mais aussi, notamment, sur le microbiote dont on sait maintenant qu'il joue également
un rôle. Une chose est certaine, vous vivrez mieux et surtout plus longtemps. Mais ce qui est essentiel, c'est l'acceptation par votre entourage, par les gens que vous aimez, de votre nouvelle santé, de votre nouvelle capacité physique et professionnelle. Cette acceptation est sans doute l'enjeu essentiel. Et c'est la recette du bonheur qui accompagne en général cette nouvelle vie.